Pour les peintres, il s'agit souvent de symboliser une allégorie, la représentation sur toile de l'art de la peinture. C'est aussi une bonne occasion, il faut bien se le dire, de créer un autoportrait, peindre l'artiste dans son atelier. On a tous eu envie d'imaginer comment telle ou telle œuvre avait été créée, dans quel lieu, dans quelles circonstances, quelle était à cette époque la vie de l'artiste. Une réflexion sur la création, sur ces aventuriers de l'impossible, peintres, sculpteurs, écrivains, que l'on retrouve dans les récits de nos deux invités et qui ont aussi inspiré la communauté du Book Club. Nous l'accompagnons donc de New York à Shanghai, en passant par la villa Noailles à Hyères, le phare de Cordouan ou encore Moscou. On y croise Bernard Noël, Francis Bacon, David Hockney, mais aussi Paul Auster et Samuel Beckett. Et ses rencontres avec les tout jeunes Keith Haring et Jean-Michel Basquiat au début des années 80. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Caroline et Louise, les lectrices du Book Club qui nous accompagnent ce midi. Bonjour Jean Frémont. Bonjour. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres, en 2016 notamment Calme-toi, lisons, quasiment un livre de fiction où vous donnez la parole à l'artiste Louise Bourgeois dans un monologue que vous avez imaginé. Louise Bourgeois que l'on retrouve aussi aujourd'hui dans votre nouveau livre La blancheur de la baleine, un recueil de portraits d'artistes. Vous racontez des vies d'écrivains, de poètes, de sculpteurs que vous avez rencontrés, des aventuriers de l'impossible. Dites-vous, pourquoi les définir ainsi ? Je dis quelque part aussi que ce sont des chercheurs plus que des trouveurs. Tout le monde connaît cette phrase de Picasso disant qu'il cherche pas mais qu'il trouve. Ben non, il y a des gens qui cherchent et qui trouvent pas, ou ce qu'ils trouvent c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils cherchent, parce qu'ils veulent toujours autre chose. C'est ça l'impossible. C'est pour ça que le livre, j'ai fini par... C'est un recueil de textes écrits sur une vingtaine d'années. Ça n'a pas été fait consciemment pour faire ce livre. C'est après que je les ai, a posteriori, que je les ai réunis. Mais j'ai donné pour titre La blancheur de la baleine parce que c'est le titre d'un des chapitres, du chapitre central de Moby Dick. Parce que pour moi, c'est ça que ces gens cherchent. Ils ont ça en commun. Ils cherchent quelque chose qui échappe, toujours. Voilà. Vous êtes aussi Jean Frémont, président directeur général de la galerie Lelon, établie à Paris et à New York. Et c'est un lien tout tracé que l'on fait avec notre second invité du jour, Richard Texier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes peintre, sculpteur, écrivain et vous publiez aux éditions Gallimard un récit intitulé Cosmos ambulant, dans lequel vous racontez cette fois-ci vos ateliers d'artistes, une pratique assez originale de l'atelier nomade, comme vous l'appelez, pratique qui va vous mener donc à New York, ville fascinante qui, écrivez-vous, met en face de ses propres contradictions et qui rappelle que l'art est une aventure ouverte. Ça vous parle du coup ce que vient de dire Jean Frémont ? Mais oui, et puis pour un artiste, c'est aussi l'atelier, vous savez, c'est la grande affaire quand même. C'est à la fois ce qu'on souhaite toute sa vie, un grand atelier, le désir d'un grand atelier. Et puis très vite, quand c'est un sanctuaire, ça devient une prison dorée, un enfermement. Et une stratégie de renouvellement, en tous les cas celle que j'ai conçue, consiste à se balader à travers le monde, trouver du matériel sur place, travailler d'une manière comme ça, simple, ouverte. Ça a des tas d'avantages. Le premier d'entre eux, c'est de vous faire perdre immédiatement votre statut de touriste. Vous devenez d'un coup un nomade qui pique sa tente et ceux qui sont autour, là, s'intéressent à vous parce qu'ils ont envie de voir ce que vous allez fabriquer. Et quand vous dites travailler, fabriquer, je me permets de vous couper parce que Jean Frémont disait il recherche quelque chose que parfois il ne trouve pas. Est-ce que vous avez l'impression de rechercher quelque chose dans votre atelier, d'être à la recherche de quelque chose ? Ah ben oui, c'est vrai, c'est très juste. Et quelque chose que je recherche et que je ne trouve jamais. Parce que c'est pour ça qu'on a envie de faire un autre tableau. C'est la déception. Vous savez, la quête du chef-d'œuvre qui anime même ceux qui disent le contraire, qui anime quand même la plupart des artistes. C'est une quête impossible. On n'y arrive pas. Il y a un moment, il faut recommencer sur un autre tableau, toujours et encore. Et alors l'atelier nomade, moi, je dois vous dire que c'était pas une théorie préétablie. Elle s'est construite petit à petit. Je me suis aperçu qu'elle était bonne pour moi, mais quand j'ai commencé, c'était par pauvreté. J'avais pas d'atelier, on me proposait à gauche, à droite, et j'y allais. Alors on va évidemment parcourir les ateliers que vous avez investis. En réalité, je disais, ça a commencé à New York, pas tout à fait, puisque ça a commencé à Niort. C'est là, Richard Texier, que vous êtes né. Et Caroline de la librairie Les Halles à Niort a lu Cosmos ambulant. Et voici ce qu'elle en retient. Dans son nouvel ouvrage, Cosmos ambulant,
Richard Texier nous raconte sa pratique de l'atelier nomade, essentielle à sa création artistique. Nous l'accompagnons donc de New York à Shanghai, en passant par la villa Noailles à Hyères, le phare de Cordouan ou encore Moscou. En véritable globe-trotteur artistique, il nous raconte ses 5 ateliers. L'euphorie new-yorkaise et ses rencontres avec les tout jeunes Keith Haring et Jean-Michel Basquiat au début des années 80, l'étrange fin du soviétisme à Moscou en 92, les fantômes du surréalisme à la Villa Noailles, l'isolement et les pièges de la marée à Cordouan, et les mésaventures que l'on peut avoir avec les autorités chinoises à Shanghai. Il nous révèle comment le voyage et l'immersion loin de son atelier parisien ont pu être de riches sources d'inspiration pour lui. Avec ce livre, Richard Texier nous dévoile un aspect passionnant de son travail, l'importance des rencontres et la richesse de l'ailleurs. Cosmos ambulant est un texte captivant, une invitation au voyage et à la création. Et donc, une question pour vous, monsieur Texier. Savez-vous déjà où vous mèneront vos futurs ateliers nomades ? D'abord, merci de me lire avec tant de précision. J'ai remarqué que les libraires, c'est une lecture scalpel. Je vous remercie infiniment. Alors, les ateliers nomades, je ne les prémédite pas. C'est-à-dire, c'est une proposition qui vient à moi et que je conjugue avec une envie. Donc, j'aimerais pas l'idée d'aller quelque part comme ça, ex abrupto, me convoquer sur site. J'aimerais pas ça. Donc, j'adore. Il y a des pistes en ce moment. J'ai toujours rêvé, par exemple, de travailler au bord de la mer dans le Grand Sud marocain. Je me souviens d'un projet avec Peter Lindbergh là-dessus. Il voulait m'accompagner. Il me dit, tu piques une tente face à la mer, mais encore dans le désert. Et je viens couvrir, on partage ensemble, prévoit une régie. Il me dit qu'on passe du bon temps ensemble. Et alors peut-être le Grand Sud marocain. Puis j'ai un autre projet dont je ne peux pas parler, mais qui me tient à cœur, là, mais qui va peut-être se faire aussi. Alors nous revenons en 1979, Richard Texier à Manhattan. Premier séjour, vous êtes dans ce taxi que vous décrivez avec cette ambiance où Gilberto Gil vous accueille en musique à New York. Et vous l'avez dit, l'idée c'est de ne plus être un touriste mais de devenir un nomade, c'est-à-dire de s'installer, comme dans votre projet d'aller au Maroc, de planter sa tente. Et à Manhattan, vous allez découvrir bon nombre d'artistes dans leur atelier qui est souvent la rue. Mais oui, mais c'est-à-dire ce qu'on ne savait pas dans les années 80, c'est qu'au fond, on était au milieu du creuset. Tous les artistes étaient là, entre quelques blocs. Non, mais c'est incroyable, quand on regarde rétrospectivement, ça fait 40 ans maintenant, tout le monde était là, et en effet, je découvrais les premiers gars qui travaillaient dans la rue, et s'ils n'avaient pas d'atelier non plus, et ils essayaient de se faire comprendre. Tous rêvaient de rejoindre les grandes galeries. Mais on leur proposait pas autre chose, donc ils travaillaient dans la rue. Et je me souviens de ce soir, en effet, où rentrant d'un dîner ennuyeux, je m'en souviens, je sais pas pourquoi, il y a des choses dont on se souvient très clairement. Et je me souviens du type qui travaillait de l'autre côté de l'avenue, éclairé par une ampoule à tungstène, enfin un réverbère. C'était un peu une scène d'Edward Hopper. Et puis c'était marrant parce que moi j'étais de l'autre côté de l'avenue, appuyé sur une bouche d'incendie. Il n'y avait pas grand monde qui traînait sur zone à ce moment-là. Et le crayon du gars se cassait. J'arrive pas à savoir si c'était une craie ou un fusain. Cassait régulièrement. Alors du coup, il ramassait les morceaux et je voyais ce qu'il était en train de faire. Et ça m'attirait, du coup, j'ai traversé, puis je les rencontre, on a eu un petit échange, enfin, c'était marrant. Aujourd'hui, c'est marrant, c'était Basquiat, d'ailleurs, il avait signé Samo sur son... et il m'a dit, en partant, je lui dis, c'est ton nom et tout, et il me dit, Nan Basquiat. Voilà. À l'époque, on ne parlait pas encore de street art, d'art de la rue, mais c'était de fait l'endroit où les artistes s'exprimaient. Vous avez rencontré donc Basquiat, vous avez rencontré Keith Haring. Ils vous ont inspiré quoi, ces artistes-là ? Richard Hambleton aussi. Richard Hambleton. Ouais, qui était un gars intéressant, qui giclait plutôt ce qu'il peignait. Ils m'ont inspiré des gens qui étaient... Moi, j'étais un peu dans le même état. Je ne suis pas du tout artiste de rue. Moi, je n'ai jamais eu même l'idée de travailler dans la rue, mais on avait un truc en commun, c'était l'urgence de développer notre monde, de dire nos rêves, de les partager avec le plus grand nombre, et d'agir. Vous savez, un peintre, c'est un gars qui peint.
faut revenir à des fondamentaux. Voilà. Et quand on n'a pas d'atelier, on va le chercher plus loin. Et quand on n'en trouve pas, on peint sur les murs pour au moins partager son rêve avec d'autres. Jean Frémont, vous qui êtes galeriste, on a mis du temps à faire rentrer ces artistes-là dans les galeries, justement, faire passer de la rue à la reconnaissance des grandes galeries aussi. Pour ce qui concerne Basquiat, ça a été quand même très très vite. Hein. Tout a été tellement vite dans sa vie, il est mort à quel âge, 27 ans, 26, 27 ans. Non, il a été rapidement... Moi j'étais beaucoup à New York dans ces années-là aussi, on était dans les mêmes années. Et... J'ai eu un contrat avec Basquiat d'ailleurs, je n'ai pas pu faire d'exposition, mais j'ai acheté des œuvres et l'exposition était prévue, puis il est mort avant que ça se fasse. Mais oui, les choses allaient quand même très vite. Pour Kissaring, ça a été un petit peu plus long, mais ça a été rapide aussi. Ils ont finalement tous intégré. Texier parle de la galerie de Tony Shafrazi. Ils sont tous allés là au départ. Ah bah oui. Hein, voilà, c'était le centre de la ville à ce moment-là. Enfin, downtown, évidemment, les galeries chics étaient Uptown. Moi, ma galerie était 57e rue. Bon, d'accord. Mais on allait s'encanailler un peu quand même. Par là. Vous décrivez cette effervescence dans votre livre, Richard Texier. Vous écrivez « L'exercice de la peinture auquel j'avais consacré tous mes efforts jusque-là m'apparaissait un champ limité au potentiel restreint. L'envie d'explorer les ressources de la sculpture et de créer des installations vecteurs d'énergie nouvelle s'imposait peu à peu à mon esprit exalté par la créativité ambiante tellement contagieuse. » C'est là où vous vous êtes dit « Je vais poser mon pinceau et je vais faire autre chose aussi que de la peinture ». Oui, j'avais envie, j'ai découvert, cette envie au fond de moi d'aller un peu plus loin. Moi, ma pensée, mes rêves, mon expression était pariétale, mais j'avais quand même envie de me saisir de la matière. Le problème, c'est que la sculpture, il faut de l'espace. Il faut de l'argent pour être sculpteur. Je me souviens, César, il m'avait dit ça. Il m'a dit, dis donc, si j'avais été peintre, je serais resté peintre parce que tu rentres dans les emmerdements. Il me dit là, franchement, il avait pas tort, César. Il faut de l'argent pour être sculpteur. Je l'ai fait plus tard. Je l'ai fait avec passion. Je continue à le faire. Mais j'ai quand même, au fond de moi, Puis alors, je vais vous dire, c'est la rencontre d'un tableau d'Yves Tanguy quand j'avais 11 ans, qui m'a donné une envie fulgurante de rejoindre ces rivages mentaux, cet imaginaire aqueux, élastogénique. Je ne savais pas qu'en voyant ça, je développerais, c'est ce que je fais en ce moment, une théorie sur l'élastogénèse. Et j'en ai même écrit le manifeste. Et je me suis aperçu que ça irriguait toute mon œuvre, pas simplement la peinture, mais évidemment la sculpture. Et la peinture, c'est tout de même le point incandescent, le point d'origine du déploiement de mon œuvre. Jean Frémont, j'ai envie de vous demander si aujourd'hui, sans être trop nostalgique, mais il y a un peu de nostalgie dans vos deux récits qu'on partage aisément. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette créativité ambiante et contagieuse, comme disait Richard Texier dans les années 80? Est-ce que ça existe toujours aujourd'hui à New York ou ailleurs ? Ah, mais certainement. Ça existe même dans beaucoup plus d'endroits. Le monde s'est complètement ouvert. Il y avait encore dans les années 80 des catégories, des écoles qui étaient censées se succéder l'une à l'autre, etc. Aujourd'hui, tout a explosé. Il y a des artistes dans le monde entier, on les voit pas tous, mais ça s'est beaucoup plus ouvert. Il n'y a plus du tout les mêmes catégories. Non, il ne faut pas être nostalgique, il n'y a aucune raison. C'était une belle époque, mais celle-ci est belle aussi. Simplement, voilà, aujourd'hui je suis un vieux monsieur, voilà. Bon, alors on se retourne un petit peu vers ce qu'on peut. Mais il y a encore de l'avenir. Dans La blancheur de la baleine, dont le titre, vous l'avez dit, qui fait penser à Moby Dick, vous écrivez sur Louise Bourgeois, qui décidément vous inspire beaucoup. Louise Bourgeois, née à Lyon, qui a étudié à la Sorbonne et qui s'installe dans les années 40 à New York. Et dans votre récit, vous racontez notamment sa rétrospective au Centre Pompidou en 2008, où vous rappelez que Louise Bourgeois est restée longtemps, sinon inconnue, du moins méconnue. Alors pourquoi franco, ensuite américaine, mais pourquoi est-ce qu'on la connaissait pas si bien ? Il faut dire qu'à cette époque-là, personne ne regardait vraiment le travail des femmes. Louise Bourgeois est la première artiste femme à avoir eu une exposition au MoMA à New York. Elle avait 70 ans et c'était la première fois qu'une femme exposait au MoMA. Bon, les choses ont quand même fort heureusement beaucoup changé, mais c'est la raison principale. Et donc à 70 ans, elle avait pratiquement exposé nulle part dans une ou deux petites galeries. Oui. J'ai fait sa première exposition en France et en Suisse, à Paris et à Zurich en
85, je crois. Elle avait déjà, elle avait 73 ans, quelque chose comme ça. Et toute l'œuvre était là. Dans l'atelier de Brooklyn, il y avait toute l'œuvre depuis le début des années 40. Enfin, tout était disponible. Alors c'était une femme, et puis son mari était historien de l'art, ça aussi, ça a joué. Oui. Alors, elle connaissait tout le monde. Elle connaissait tout le monde parce que tout le monde, c'est-à-dire les grands artistes, tous les artistes émigrés à New York pendant la guerre, les surréalistes, c'est ça. Elle connaissait tout le monde parce que tout le monde venait voir son mari. Et personne ne s'occupait de la personne qui avait fait cuire le rôti. Vous dites que son œuvre est un cas très particulier dans l'histoire de l'art contemporain. Alors pourquoi ? Expliquez-nous, qu'est-ce qui fait que son œuvre est presque encore actuelle ? En tout cas, elle parle à nous en tant que Français. C'est une œuvre qui s'est développée, qui a été reconnue tardivement, on vient de le dire, mais qui s'est aussi développée tardivement. C'est-à-dire que dès que la reconnaissance extérieure est venue, ça lui a donné une dynamique formidable. Et je dois dire aussi, le veuvage l'a aidé à travailler. D'un seul coup, elle s'est sentie complètement libre. Elle était pas, son mari la soutenait beaucoup. Mais en même temps, probablement, sa notoriété l'a bloquée. En tout cas, elle s'est sentie tout à fait libre à partir de ses 70 ans, à peu près, et elle a développé une œuvre complètement protéiforme, enfin, qui allait dans tous les sens, qui était d'une modernité et d'une liberté incomparable. C'était pas du tout l'œuvre d'une vieille dame, quoi. Vraiment, il y avait une fraîcheur et une jeunesse extraordinaire. Elle osait tout. On a encore des choses à découvrir d'elle aujourd'hui ? Ah oui, l'œuvre est très, très, très profonde, très importante, et il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été vues. Oui. Alors, dans La blancheur de la baleine, donc, vous nous racontez ces portraits, ces vies d'artistes, donc, et Louise a lu votre livre, et voici ce qu'elle en retient. Bonjour le Book Club. J'ai été vraiment très touchée par le livre de Jean Frémont, La blancheur de la baleine. Dans ce livre, l'auteur dresse de beaux portraits d'artistes et d'écrivains. On y croise Bernard Noël, Francis Bacon, David Hockney, mais aussi Paul Auster et Samuel Beckett. J'ai été particulièrement marquée par le chapitre concernant Louise Bourgeois, qui est une artiste que j'adore. Alors, j'ai une question pour Jean Frémont. Y a-t-il d'autres artistes qu'il souhaiterait ajouter à cette galaxie d'aventuriers de l'impossible, et donc en faire un prochain livre ? Jusqu'où va votre galaxie, Jean Frémont ? Oui, des textes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des textes qui n'ont pas été écrits directement pour ce livre, mais à différentes époques, sur 25 ans. Et il y en a encore évidemment beaucoup d'autres. Oui, j'ai de quoi faire probablement 2 ou 3 livres, mais je ne veux pas faire la même chose 3 fois de suite. Mais oui, il y a beaucoup d'autres artistes, oui. Richard Texier, à quoi ressemblent vos ateliers quand vous êtes à New York ? Vous nous l'avez dit, c'est pas évident de trouver un lieu, le bon lieu, notamment lors de cette seconde installation début des années 80, avec cette anecdote incroyable. Vous êtes avec votre ami Simon, vous arrivez à New York, donc vous avez préparé cette fois-ci votre installation pour que ça vous coûte le moins d'argent possible. Vous attendez que la douane libère le matériel que vous avez envoyé et il se passe rien, vous ne trouvez pas d'endroit. Et là, vous faites une rencontre incroyable. Ah oui, ça c'est le doigt de l'ange. Et en effet, alors qu'on a compris, il ne faut jamais renoncer. Parce que j'avais décidé pour consoler Simon de consacrer mes ultimes dollars à un Tex-Mex. Il adorait ça. Et nous voilà partis dans un Tex-Mex de Manhattan. Et en sortant, un orage gigantesque éclate. Et on reste à l'extérieur sous le dais. Vous savez, la plupart des immeubles à New York ont un petit dais de toile. Et on attend là. Et le dais d'à côté, on voit un gars qui charge des énormes malles dans un van, des caisses, et le pauvre gars glisse, tombe dans ce déluge, une caisse s'ouvre, des appareils photo jaillissent et tombent dans le caniveau. Et comme un seul homme avec Simon, on va aider ce gars à ramasser tout ce qui venait de s'éclater sur le trottoir. Et on charge le van. Et le gars nous dit, si vous voulez, venez vous essuyer. On était trempés, évidemment. Et on monte dans son loft. On voit un loft hallucinant d'un grand photographe de publicité au 420 West Broadway. Et on était sidérés. Le loft vide. Le gars nous entend, on lui raconte nos déboires. On dit, tout comme lui, on quitte Manhattan. Et il nous tend les clés. Et il nous dit, allez-y, les gars. Et donc vous vous installez. Montrez ce dont vous êtes capable, dédouanez vos caisses.
Ça, je dois dire, pour être tout à fait franc et reconnaissant à la Providence, que ça m'est arrivé des quantités de fois. J'ai l'impression depuis que je suis tout petit d'ailleurs, alors peut-être que l'impression modifie le réel, mais j'ai le sentiment qu'on m'aide, qu'on me surveille, qu'on me soutient. Voilà. Je dis ça avec prudence, mais reconnaissance. Parce que ça s'est tellement produit dans ma vie, et singulièrement dans les ateliers nomades, parce que là, vous êtes au bout du monde, vous êtes sans filet, par rapport à votre travail, par rapport à cette aventure ouverte. Il m'est arrivé des tas d'histoires un peu cheloues. Hein. À Moscou, ça a quand même été très compliqué. Les Chinois ont failli me mettre en tôle. Et puis je souhaite à personne d'être oublié au fond d'une geôle chinoise. Donc il m'est arrivé quand même des vraies aventures. Mais au dernier moment, il se passait toujours un truc qui me sauvait de la noyade. Cet aspect un peu de providence, je ne sais pas comment le dire, de hasard, Jean Frémont, vous l'avez retrouvé dans d'autres histoires, vous, de vie d'artiste que vous avez connues ? Oui, mais je crois qu'il y a quelque chose, c'est très juste ce que vous dites, et je crois qu'il y a quelque chose, au fond, voilà, c'est le contraire de l'artiste maudit, mais l'artiste maudit, lui aussi, il est toujours sauvé, enfin, d'une certaine façon, et ne serait-ce que par la postérité. C'est ça, parce que ce sont des esprits ouverts et qui risquent tout d'abord. Alors c'est quand on risque tout qu'on est rattrapé sauvé par les cheveux, comme ça. Et oui, on voit ça C'est frappant. Vous parliez du manifeste de l'élastogenèse, c'est un petit livre chez Fata Morgana de Richard Texier que j'ai lu et que j'ai pas eu beaucoup le temps de lire le dernier parce que je l'ai eu hier, mais celui-là, celui de Fata Morgana, je l'ai bien lu. C'est passionnant. Il parle des formes des vols des tourneaux, des bancs de poissons, ces choses comme ça. Cette façon d'attraper des choses fugitives, c'est ça aussi la chance, l'ange. Dieu aime les artistes et ceux qui les soutiennent. Comme Jean Frémont. Jean Frémont, vous racontez dans votre livre ces aventuriers de l'impossible qui passent évidemment leur temps à visiter ces ateliers. Ils y sont tout le temps auprès des artistes qui sont en train de créer, ou alors les artistes eux-mêmes. Et vous nous racontez notamment l'histoire de Jacques Dupin, qui est votre ami, et qui a réussi, je vous cite, à cerner la singulière aventure de Giacometti. Ça aussi, c'est pas commode. Comment est-ce qu'il arrive, Jacques Dupin, auprès de cet artiste, d'Alberto Giacometti ? Comment il arrive à être celui qui va écrire sur ses œuvres et sur son travail ? C'est le hasard ? C'est pas le hasard. Il travaillait à l'époque chez Christian Zervos, qui était un éditeur, et c'est Zervos qui l'a envoyé chez Giacometti pour prendre contact avec lui. Et puis ensuite, Dupin est devenu le directeur des éditions Mag, et Mag lui a commandé un livre sur Giacometti. Mais là aussi, je raconte à quel point il ressentait tout ce qu'il avait écrit sur Giacometti comme un échec. Il était un jour arrivé chez Giacometti en disant « j'y renonce, j'y arriverai jamais ». Giacometti lui a piqué ses notes en disant « donne-moi ça ». Il les a lues et le lendemain il a dit « mais voilà, c'est exactement ça. C'est ça que je veux, c'est ça que j'attends, c'est ça que tu dois faire. Et je veux personne d'autre ». C'est la même situation. Oui. On est à deux doigts d'abandonner, à deux doigts de se dire on n'y arrivera pas, c'est pas bien ce que je suis en train de faire, je suis en train de rater. Et pour autant, en fait, on se trompe. Et chez Giacometti, c'est patent. Je veux dire, il tenait un discours de l'échec constant. Mais il n'empêche que si quelqu'un, lui, dénigrait son travail sans arrêt, si quelqu'un était de son avis, il le foutait à la porte. Donc c'est pas si simple. C'est juste la recherche d'un absolu qui est plus loin, plus ambitieux. C'est pas simplement un petit jeu de fausse modestie, si vous voulez. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de pas se satisfaire de ce qu'on a parce qu'on veut mieux, autre chose. Et ça traverse un peu tous ceux qui sont dans ce livre. Bacon, c'était la même chose. C'est pas si évident d'écrire sur l'art, sur les œuvres de quelqu'un d'autre, sur le travail de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Richard Texier, ce qui m'a amusé dans votre récit, c'est que vous ne vouliez pas écrire sur ce que vous dites le cœur chaud de la création. Vous dites les tableaux suffisent à témoigner des champs magnétiques de l'esprit et renseignent ceux qui savent regarder. Vous ne voulez pas écrire sur ce que vous faites. Vous avez préféré nous raconter les coulisses. Si je puis dire. Non, mais d'abord, je me perçois pas encore comme un Tartuffe. Je vais pas
dire du bien de ce que je fais, mais c'est surtout que, en effet, c'est raconté par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire les aventures, les seuls trucs que seul moi peux raconter d'ailleurs, ce que j'ai vécu, comment je t'ai... Après, la plupart, presque tous d'ailleurs, ont abouti des grandes séries d'œuvres. Et je les délivre comme une sorte de journal de cette séquence au bout du monde, ou dans un phare, ou dans un palais, enfin peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas à moi de parler du résultat. Je ne peux parler que du chemin, que de la tentative, et de ce qui m'est arrivé. Aussi pour peut-être donner du courage aux autres artistes. Parce qu'il y a des artistes, je me souviens de Père Soulages, quand il m'honorait de la visite à l'atelier, il ne comprenait pas que je fasse ça. Pierre me disait, mais l'atelier est un sanctuaire, mais qu'est-ce que tu vas chercher au bout du monde? C'est que des embûches. En effet, il y en avait, mais aussi d'autres profits. Et Pierre ne le comprenait pas. Et si je pouvais... Bon, maintenant, aujourd'hui, j'ai été l'un des premiers, si ce n'est le premier, je peux théoriser, le mot est trop fort, mais en tous les cas, engager d'autres artistes à faire de même, parce qu'on y a des profits très grands. L'immersion dans un monde et parmi des êtres qu'on ne connaît pas apporte des solutions, résout des péréquations, amène quelque chose dans votre œuvre. Alors le problème, c'est que ça ne dure pas longtemps, parce que ça dure quelques semaines, quelques mois, mais au bout d'un temps, on voyage avec la machine, hein. C'est-à-dire ces obsessions récurrentes voyagent avec vous. Mais justement, j'avais envie de vous poser une question sur la différence de vécu entre New York, qu'on a décrit, cette effervescence, vous êtes presque poussé vers l'atelier pour que vous puissiez créer tranquillement, et cette expérience à Moscou où ce Russe, Léonid Bayanov, vous invite à la sortie de la fin de l'URSS à Moscou pour créer, et là vous arrivez dans un endroit où on vous surveille, où vous vous sentez épié, où vous devez faire face à l'administration, à cet esprit, vous dites, conditionné par 70 ans de communisme. Pour eux, la liberté d'expression, en quelque sorte, c'est la subversion. Et donc, presque, vous n'êtes pas en situation de créer. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette aventure-là? C'est le souffle de l'audace. Moi, ça me plaît. Et puis, travailler avec les matériaux, vous savez, aller au bas de la rue, dans la droguerie du coin. À Moscou, c'était un peu ça. Trouver du matériel, c'était quand même très difficile. Et rencontrer des êtres qui sont dans un autre état mental, dans une autre situation aussi économique, partager avec eux, nouer des amitiés. En fait, je suis assez inconscient. Je ne pense pas au danger. Je pense à la nécessité, parce que tout ça me travaille. Et j'ai très envie de créer, de donner ma réponse. Je suis emporté par mon énergie. En fait, c'est le truc de l'idéaliste, quoi. Je jette ma flèche, je cours derrière. Et... Ensuite, on ne va pas faire toutes vos aventures, il y en a beaucoup et elles sont passionnantes à lire donc dans Cosmos Ambulant chez Gallimard et Richard Texier. Vous allez notamment à la Villa Noailles, et la Villa Noailles, ça nous refait penser à Giacometti, Jean Frémont, bien sûr. Vous avez traduit le grand livre du critique et historien d'art David Sylvester, sa monographie En regardant Giacometti, et vous avez aussi travaillé et traduit celle de Francis Bacon à nouveau, du même David Sylvester. C'était qui ce personnage, David Sylvester? Quel regard il avait sur l'art? C'était un personnage étonnant, Sylvester. J'ai essayé d'en tracer un petit portrait. Il avait une stature imposante. Il était fameux pour ses silences. C'est quelqu'un qui vous regardait comme ça, longtemps, sans parler, et qui lançait un truc, puis qui attendait. Il avait développé une intimité très grande, en particulier avec Giacometti et Francis Bacon. Il a écrit des textes très sérieux, très profonds. Il a fait des entretiens avec beaucoup d'autres artistes, américains et européens. Mais vraiment, les deux phares dans sa vie ont été Giacometti et Bacon. Et presque dans une forme de succession. Évidemment, il a connu Giacometti avant Bacon, et Giacometti est mort dans les années 60, je ne sais plus, 62, 63, je ne sais pas exactement. Et donc, Sylvester a accompagné ensuite Bacon jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça, il n'y a pas de moule. En tout cas, s'il y en avait un, il est cassé.
lui aussi, il est dans cette catégorie au fond. C'était un artiste à sa façon, en tout cas un aventurier de l'impossible à sa façon. D'ailleurs, il avait voulu être peintre, vous dites. Et... Il a eu l'intelligence, dit-il, moi j'ai jamais rien vu de ce qu'il a fait comme peinture, mais il a eu l'intelligence de reconnaître très vite qu'il n'était pas doué pour ça. Et il a une écriture aussi très ressassante, un peu aussi comme Michel Leiris, qui tourne autour de son sujet sans arrêt, qui revient insistante, comme la manière de Giacometti d'une certaine façon. Sans être un Tartuffe, Richard Texier, comment on sait qu'on est fait pour être peintre ? Comment on sait qu'on réussit ce qu'on fait ? Alors il y a deux questions différentes. Alors dites-moi. La première, comment on sait qu'on est fait pour être peintre ? C'est qu'aucune alternative ne se présente à vous. Ce feu qui brûle en vous, il faut l'apaiser, l'éteindre, et l'éteindre, c'est travailler. L'autre question, c'était comment on sait que le tableau est fini ? Que vous avez réussi, en tout cas, que ce que vous faites est réussi. Alors c'est simple aussi, j'ai jamais réussi. J'ai toujours un profond sentiment d'échec. Et je recharge ma pile sur cet échec pour rebondir sur un autre tableau. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc c'est sans fin. Vous savez, l'âge qu'on a, c'est le temps qui reste, mais enfin, quand même, a priori, c'est sans fin. Ouais. Vous racontez, Jean Frémont, dans votre ouvrage aussi, cette visite de la rétrospective Bacon, justement avec David Sylvester, ce regard qu'on porte et que lui portait, un regard particulier sur les œuvres, une forme de danse presque devant les œuvres, pour être à la bonne distance, pour trouver le bon regard, justement. Oui, il aimait beaucoup, et c'est un exercice que partage par exemple David Hockney. David Sylvester aimait beaucoup regarder les tableaux de très près et de très loin. Et donc, je me souviens de cette visite de l'exposition Bacon qu'il avait réalisée lui-même au Centre Pompidou. Et nous étions que tous les deux un jour de fermeture. Et donc, il me prenait par le bras comme ça et il me faisait reculer. Et toute sa question à propos de Bacon était est-ce que c'est d'abord un peintre ou un créateur d'images ? C'est-à-dire que de près, vous êtes dans la matière de la peinture, vous êtes dans l'abstraction, même s'il y a une figuration, parce que on est tout près. Et dès qu'on se recule, la touche disparaît et c'est l'image qui est forte. Et chez Bacon, c'est une image d'un mythe, enfin c'est un théâtre, une catharsis, enfin vous voyez, bon. Alors, sa question était toujours, en quoi est-il le plus fort ? Dans le jeu de la matière ou dans la construction de l'image ? C'est les deux, évidemment. Toutes ces questions et toutes ces réponses, on les retrouve, en tout cas une partie dans votre récit, La blancheur de la baleine, Jean Frémont aux éditions POL, Paul Tchaikovsky d'ailleurs que vous connaissiez très bien. Peut-être que ça fera d'ailleurs l'objet d'un prochain livre pour raconter, évidemment. Et d'ailleurs, vous serez aux 40 ans des éditions POL, ce sera le 11 mars prochain. Merci beaucoup d'être venu échanger avec nous et avec Richard Texier. Merci infiniment d'être venu dans le Book Club Cosmos ambulant chez Gallimard. Où on revit avec vous tous ces ateliers nomades et cette vie passionnante d'artiste que vous menez. Merci d'être venu dans le Book Club.